Ma femme m'humiliait souvent parce qu'elle gagnait mieux sa vie en tant que médecin, ignorant que je gagnais bien plus qu'elle ne l'imaginait. Tu as cette vie parce que je t'entretiens, disait-elle. Au restaurant, ses collègues m'ignoraient, jusqu'à ce que le propriétaire de la chaîne d'hôpitaux se dirige droit vers moi. Elle s'est figée. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Marcos. J'ai 42 ans, les cheveux déjà parsemés de quelques mèches grises sur les tempes, et une façon de parler que beaucoup confondent avec de la timidité. Je ne suis pas timide. Je suis calculateur. Il y a une différence. La différence, c'est qu'une personne timide garde le silence parce qu'elle a peur. Moi, je suis resté silencieux par choix. Et ce choix m'a coûté cher. Il m'a coûté des années. Il m'a coûté des nuits passées à fixer le plafond, en me demandant si cela en valait la peine. Mais c'est aussi ce choix qui m'a conduit à cette soirée au restaurant, et c'est ce qui a tout fait basculer en l'espace de 40 minutes. J'ai fondé mon entreprise il y a 11 ans. Nous avons commencé comme un petit cabinet de conseil en technologie, axé sur la gestion hospitalière. Nous étions 3 personnes dans un bureau loué à Tatuapé, à Sao Paulo, avec un ordinateur portable chacun, et un tableur que nous mettions à jour à la main. Aujourd'hui, l'entreprise compte 116 employés, ses propres bureaux à Vila Olympia, et des contrats actifs avec 14 hôpitaux répartis dans 6 États brésiliens. Le chiffre d'affaires du dernier exercice s'est clôturé à 30 millions de reais. Ma femme ne savait rien de tout cela. Non pas parce que je l'avais caché exprès dès le début, mais parce qu'à un moment donné, elle a cessé de poser des questions, et j'ai cessé de donner des informations. Quand Renata et moi nous sommes rencontrés, j'étais effectivement consultant indépendant. Je gagnais environ 5000 reais par mois, parfois un peu plus selon les projets, et je vivais très bien avec ce que cela me permettait. Elle était déjà médecin, spécialisée en cardiologie, récemment embauchée par un grand hôpital de Sao Paulo. Nous nous sommes croisés lors d'un événement. Elle était avec un groupe de collègues. J'étais seul, attendant un client qui n'est jamais venu. La conversation a commencé parce qu'elle a pris le même ascenseur que moi, et que je lui ai tenu la porte. Aussi simple que ça. Dans les premières années, elle savait que j'avais ma propre entreprise. Elle savait que c'était dans le domaine de la santé, mais les détails ne l'ont jamais vraiment intéressée. Et j'ai appris très tôt que forcer une conversation sur ce que l'on fait, quand l'autre personne ne veut pas écouter, est épuisant pour tout le monde. Alors, je l'ai laissé parler des cas à l'hôpital, de ses gardes, des patients. J'écoutais, et elle interprétait cela comme si je n'avais pas grand-chose à raconter. Avec le temps, l'entreprise a continué de croître. Les contrats n'ont cessé d'affluer. Le compte bancaire que je gardais séparé, uniquement pour les affaires, augmentait à un rythme que même moi, j'ai mis du temps à assimiler. Et pendant que tout cela se passait, à la maison, Renata a commencé à endosser un rôle qu'elle ne m'avait jamais demandé la permission d'occuper, le rôle de pourvoyeuse, celle qui décide, et celle qui en sait plus sur le monde parce qu'elle gagne plus. Je l'entendais rentrer du travail et dire qu'elle était épuisée, qu'elle sauvait des vies, qu'elle gagnait 40 000 reais par mois, et que pourtant, il ne restait jamais rien parce que nous dépensions trop. Je ne disais rien. Je payais les factures par prélèvement automatique depuis un compte dont elle ignorait l'existence, et je la laissais croire que sa carte couvrait tout. Ce n'était pas le cas, mais elle n'a jamais vérifié. Vous pourriez me demander pourquoi j'ai laissé la situation en arriver là. C'est une question légitime, et la réponse honnête est qu'au début, c'était juste par paresse de me disputer. Ensuite, cela s'est transformé en un orgueil blessé que je refusais d'alimenter. Puis, au bout d'un certain temps, c'est devenu quelque chose de différent. C'est devenu de l'observation. Je voulais voir jusqu'où cela irait. Je voulais comprendre ce qu'elle voyait, quand elle me regardait. Et ce que j'ai lentement compris, c'est qu'elle ne voyait pas grand-chose. Elle voyait un homme calme, poli, qui ne se plaignait pas, qui ne s'affichait avec rien, et qui, par conséquent, n'avait rien à montrer. Claudia, mon associée, a toujours tout su. Elle et moi travaillons ensemble depuis la 2e année de l'entreprise, et c'est le genre de personne qui comprend une situation sans que vous ayez besoin de l'expliquer. Lors d'une de nos réunions, il y a environ 2 ans, elle m'a regardé et m'a dit « Marcos, un jour, tout cela éclatera au grand jour. » J'ai répondu que je le savais. Elle m'a demandé si j'étais prêt. J'ai répondu que j'attendais le bon moment. Le bon moment est arrivé un jeudi soir, dans un restaurant de Pinheiro,
avec une musique de fond discrète et des verres de vin qui coûtaient plus cher que ce que beaucoup de gens gagnent en une journée de travail. J'étais assis à cette table. Renata était à une autre avec ses collègues de l'hôpital, ignorant que le plus gros client de mon entreprise était sur le point de franchir la porte, de se diriger droit vers moi, et qu'elle allait se figer. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé quand cette porte s'est ouverte, vous devez comprendre ce qui s'est passé entre ce bureau à Tatuapé et cette table à Pinero. Car le rebondissement ne commence pas au moment où tout bascule. Il commence bien avant, dans ces instants où vous choisissez de vous taire, alors que vous pourriez parler. Et je me suis tu à de nombreuses reprises. Chacun de ces silences portait un nom, et tous m'ont mené jusque-là. Il y a un type d'humiliation qui ne s'accompagne pas de cris, qui ne vient pas avec des insultes, des portes qui claquent, ni rien que l'on puisse pointer du doigt en disant « Regardez, c'était là ». Elle survient d'une manière différente. Elle naît d'un ton de voix, d'une pause avant de répondre, d'un regard qui dure une demi-seconde de trop lorsque vous dites quelque chose que l'autre juge indigne de lui. Ce type d'humiliation est le pire, parce qu'il ne laisse pas de marque visible, mais il ronge de l'intérieur, comme une fuite d'eau lente derrière un mur. On ne remarque les dégâts que lorsqu'ils sont déjà trop profonds. Avec Renata, c'était comme ça. Ce n'est pas arrivé d'un coup. C'était une accumulation de petites choses au fil des ans. Chacune semblait insignifiante en soi, mais ensemble, elles formaient un schéma que j'ai mis du temps à nommer. Quand je l'ai nommé, je n'ai pas aimé ce nom, mais j'ai dû y faire face. La première fois que je l'ai vraiment ressenti, c'était un samedi matin. Nous prenions le petit déjeuner. Je venais de signer un nouveau contrat avec un hôpital à Campina. Un contrat d'une valeur de près de 300 000 reais par an. J'avais cette sensation agréable que l'on porte dans la poitrine, quand quelque chose qu'on a bâti de zéro commence vraiment à porter ses fruits. Je voulais partager cela. Non pas les détails, car je savais déjà qu'elle n'en voulait pas, mais le sentiment. J'ai dit que la semaine avait été bonne, que les affaires marchaient bien, que j'étais enthousiaste pour la suite. Elle a levé les yeux de son téléphone, m'a regardé pendant environ 2 secondes, a dit « c'est bien », puis est retournée à son écran. 2 secondes. C'était tout l'espace que cet accomplissement occupait dans sa matinée. J'ai fixé mon café pendant un moment. Je n'ai rien ajouté. Et c'est ce matin-là que j'ai commencé à comprendre que, pour elle, ce que je faisais n'avait aucun poids réel. C'était un bruit de fond. C'était ce que le mari faisait pendant qu'elle sauvait des vies et payait les factures. Sauf qu'elle ne payait pas les factures. Elle croyait les payer, et je l'ai laissé le croire. Son salaire était de 40 000 reais par mois. Selon n'importe quel standard, c'est beaucoup d'argent. Pour elle, c'était une identité. C'était le chiffre qui définissait la place qu'elle occupait dans le monde. À table avec des amis, dans les couloirs de l'hôpital, chez nous avec moi, elle parlait de ce chiffre avec une fréquence que je n'ai jamais vraiment comprise. Pas de manière grossière, ni explicitement, mais cela transparaissait. Cela s'est vu quand elle a choisi l'appartement toute seule, et a dit qu'elle pouvait se le permettre parce qu'elle gagnait bien sa vie. Cela s'est vu quand elle planifiait un voyage et me le présentait avec tout déjà décidé, comme si me consulter n'était qu'une formalité. Et cela s'est vu à chaque fois que nous nous disputions au sujet de l'argent. Elle concluait le sujet par une phrase, qui est lentement devenue trop familière à mes oreilles, « Tu n'as cette vie que parce que c'est moi qui la paie ». J'ai besoin que vous compreniez l'effet de cette phrase, et pas seulement sur mon estime de moi. Parce que l'estime de moi n'était pas le problème. Le problème, c'était ce que cela révélait sur la façon dont elle me percevait. Pour elle, j'étais un projet qu'elle finançait. Un homme qui était là où il était grâce à elle. Comme si, avant elle, je n'étais rien, et que tout ce que j'étais de pertinent dans ce monde avait commencé quand elle était entrée dans ma vie. Et pendant qu'elle croyait cela, mon entreprise grandissait en silence. À cette période, nous venions de conclure un partenariat avec 2 nouveaux hôpitaux dans le Nord-Est. Claudia négociait un contrat avec un réseau dans le Sud. J'avais embauché 12 personnes supplémentaires au cours du trimestre précédent. L'opération tournait à plein régime, les chiffres grimpaient, et moi, je rentrais à la maison tous les jours pour entendre que ma vie existait grâce au soutien de ma femme. Je ne ripostais pas. Non pas parce que je n'avais rien à dire. J'avais des choses à dire. J'aurais pu prendre mon téléphone à cet instant précis, ouvrir l'application bancaire, et lui montrer un relevé qui aurait réduit cette phrase en poussière, mais je ne l'ai pas fait. Je gardais le silence, je respirais, et lorsqu'elle me regardait en attendant une réaction, je lui faisais un petit sourire et je changeais de sujet.
Elle interprétait ce silence comme de la soumission, comme si j'étais d'accord, comme si sa phrase était vraie et que je n'avais pas le courage de la contester. Cela la rendait encore plus sûre d'elle. Et plus sa confiance grandissait, plus la phrase revenait. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'à chaque fois que cette phrase sortait de sa bouche, quelque chose en moi solidifiait une décision, que je n'avais pas encore formulée à voix haute. Ce n'était pas encore le moment, mais le moment viendrait. En dehors de la maison, la dynamique était différente, mais le schéma restait le même. Renata avait un cercle social, composé presque exclusivement de médecins. C'étaient des gens avec qui elle avait fait son internat, avec qui elle prenait des gardes, avec qui elle partageait un langage privé, rempli de termes techniques et de références dont je ne faisais pas partie. Être exclu de ces conversations ne me dérangeait pas. Ce qui me dérangeait, c'était la façon dont elle me présentait au sein de ce groupe. Ce n'était pas ce qu'elle disait, c'était ce qu'elle omettait de dire. Elle ne parlait jamais avec fierté de ce que je faisais. Quand on lui demandait quel était mon travail, elle répondait vaguement, comme si le sujet était mineur et ne méritait pas qu'on s'y attarde. L'informatique, disait-elle, avant de changer de sujet, comme si j'étais un détail, qui ne collait pas avec le récit qu'elle avait construit d'elle-même. Felipe était le pire d'entre eux. Un collègue de la même spécialité, dans le même hôpital, le genre d'homme qui mesure tout au CV et au solde bancaire, et qui ne va nulle part sans faire savoir jusqu'où il est arrivé. Il ne m'a jamais posé de questions avec un réel intérêt. Quand il s'adressait à moi, c'était toujours avec ce ton de celui qui se montre généreux, en vous incluant dans une conversation où vous ne seriez pas naturellement invité. Une fois, il m'a demandé si je travaillais à mon compte. Quand j'ai répondu que oui, il a eu un petit rire et a dit que c'était courageux. Sur un ton qui laissait clairement entendre que, courageux, ici, n'était pas un compliment. Renata était juste à côté de moi quand il a dit ça. Elle n'a rien dit. Le fait qu'elle ne dise rien n'a pesé plus lourd que tout ce qu'elle aurait pu dire. Ce soir-là, je suis rentré chez moi plus silencieux que d'habitude. Je me suis servi de l'eau dans la cuisine, je suis allé à la fenêtre du bureau, et je suis resté là, à regarder la rue en bas, pendant un temps que je saurais définir. Claudia m'avait envoyé un message un peu plus tôt, concernant l'avancement d'une négociation importante. J'ai répondu calmement, j'ai donné les directives nécessaires, et j'ai fermé mon téléphone. Il y avait une facture ouverte au nom de l'entreprise ce mois-là, qui, à elle seule, valait plus que 2 ans du salaire de Felipe. Je le savais. Claudia le savait. Mais personne d'autre. Et pour le moment, c'est ainsi que je le voulais. Car le silence que je portais n'était pas vide. Il était plein. Plein de chiffres, de contrats, de décisions prises lors de réunions qui avaient lieu pendant que ma femme me croyait en train de suivre une formation, ou de régler un problème mineur. Plein d'un avenir que je construisais seul, en silence, sans applaudissements, et sans public. Le public finirait bien par se montrer. Il me suffisait d'attendre le bon moment pour ouvrir le rideau. Et ce moment était plus proche que je ne l'imaginais. Je n'ai jamais aimé les dîners avec ses collègues. Non pas parce que j'étais asocial. Non pas parce que je ne savais pas me tenir à une table bien dressée, avec des verres en cristal et un menu sans prix. C'était pour une autre raison. C'était parce que ces dîners avaient une règle non écrite, que tout le monde suivait et que personne n'admettait, on valait ce qu'on gagnait, ce qu'on opérait, ce qu'on publiait dans les revues scientifiques, l'espace qu'on occupait au sein de cet hôpital. Et je ne rentrais dans aucune de ces catégories. Alors, je restais dans une sorte de zone grise sociale, dont personne ne savait trop que faire. Mais ce jeudi-là, Renata m'a demandé de l'accompagner. Ce n'était pas une invitation. C'était une déclaration, avec l'intonation d'une invitation. Elle est rentrée à la maison avec cette énergie de quelqu'un qui a déjà tout décidé, et qui ne fait que vous le communiquer. Elle a dit que ce serait un dîner important, que les chefs de service seraient là, qu'elle voulait que je sois présent parce que ça faisait bizarre qu'elle y aille toujours seule. J'ai compris le sous-entendu. Ce n'était pas ma compagnie qu'elle recherchait. C'était que mon absence constante commençait à susciter des questions auxquelles elle ne voulait pas répondre. J'ai dit, j'y vais. Le restaurant se trouvait à Pinero. Un de ces endroits qui a plus de concept que de nourriture, avec un éclairage tamisé, et de petites tables qui vous obligent à être proche de personnes que vous préféreriez éviter. Nous sommes arrivés, et le groupe était déjà là. 8 personnes autour d'une table ronde, tous bien habillés, tous avec le volume exact de confiance propre aux gens habitués à occuper ce genre d'espace. Felipe était là, bien sûr, assis sur la chaise la plus visible depuis l'entrée,
comme s'il avait choisi la place de manière stratégique. Quand Renata est entrée, il a souri et a levé son verre en guise de salut. Quand il m'a vu derrière elle, le sourire n'a pas disparu, mais il a légèrement changé. Il s'est réduit d'1 centimètre, et ce centimètre voulait tout dire. Nous nous sommes installés. Les présentations ont été faites, d'une manière que je connaissais déjà bien. Renata m'a présenté par mon prénom, sans contexte, sans dire ce que je faisais, puis elle a immédiatement ramené la conversation vers son territoire de sécurité. 2 des médecins à table m'ont salué d'une poignée de main rapide, puis se sont détournés. Une des femmes a demandé mon prénom, puis a aussitôt commencé à parler à la personne de l'autre côté, sans même attendre ma réponse complète. Je me suis assis, j'ai demandé de l'eau, et j'ai regardé le menu. La conversation à table a suivi le scénario habituel. Des cas cliniques racontés avec le détachement technique de ceux qui en ont tellement vu qu'ils ne sont plus impressionnés. Des plaintes sur les horaires, la direction de l'hôpital, les patients qui ne suivent pas les instructions. Felipe était au centre de tout, comme toujours, avec cette capacité à guider une conversation de manière apparemment naturelle, mais totalement calculée. Il savait quand parler, quand faire une pause, quand glisser une ironie dont tout le monde riait, sans que personne n'ait besoin d'expliquer pourquoi c'était drôle. À un moment donné, la discussion a dévié sur l'aspect financier. Quelqu'un a mentionné une prime. Un autre a parlé d'un investissement qu'il avait fait. Renata s'est naturellement glissée dans ce sujet, comme un poisson dans l'eau. J'écoutais. Je coupais un morceau de la nourriture devant moi, et j'écoutais. C'est à ce moment-là que Felipe s'est tourné vers moi, non pas de face, mais de côté. Ce mouvement d'épaule de celui qui vous inclut dans la conversation, tout en précisant que cette inclusion est une faveur. Il arborait un petit sourire en coin. J'avais déjà appris à le reconnaître, c'était le sourire de celui qui sait déjà ce qu'il va dire, et qui en connaît d'avance l'effet. « Et toi, Marcos ?» a-t-il lancé, « tu fais toujours tes trucs d'informatique ?» Le silence a duré moins d'1 seconde, mais j'en ai entendu chaque fraction. Il y avait 2 ou 3 personnes qui me regardaient. Renata gardait les yeux fixés sur son verre. Elle ne m'a pas regardé, elle n'a pas bougé. Elle est restée exactement là où elle était, avec la posture de quelqu'un qui n'avait pas entendu, qui était plongé dans une autre pensée, qui n'avait rien à voir avec cette question, ni avec la réponse qui allait suivre. Le fait qu'elle ne me regarde pas m'a coûté plus cher que la question de Felipe. J'ai mâché lentement, j'ai pris ma serviette, et je me suis essuyé les lèvres avec calme. J'ai regardé Felipe avec une tranquillité qui, je le savais, allait le déranger, précisément parce qu'il s'attendait à autre chose. Il s'attendait à un malaise. Il s'attendait à ce que je balbutie, à ce que j'essaie de me justifier, à ce que je me recroqueville là, devant tout le monde, pour confirmer la petitesse qu'il m'avait déjà attribuée. Quelque chose comme ça, ai-je répondu avec un sourire. 2 secondes de silence. Felipe a eu un petit rire bref, le genre de rire qui cache le fait que la réponse n'était pas celle espérée, puis il s'est détourné pour poursuivre une autre conversation. La table est passée à autre chose. Personne d'autre ne m'a regardé. J'ai pris une gorgée d'eau. De l'autre côté de la salle, à une table près de la fenêtre, j'avais aperçu Claudia à notre arrivée. Elle était avec 2 hommes que je ne connaissais pas, probablement des clients ou des partenaires, dans une conversation qui semblait calme et productive. Quand nos regards se sont croisés par hasard, elle n'a pas fait de signe, elle n'a pas fait de grand sourire, elle m'a juste adressé un regard de reconnaissance, le genre qui ne nécessite aucune traduction. Elle avait vu la scène, elle avait compris. Le dîner s'est poursuivi pendant près de 2 heures. J'ai participé quand on m'interrogeait, j'ai répondu poliment. Je ne me suis imposé dans aucun sujet. J'étais le mari discret dont Renata avait besoin dans cet environnement. Et pendant que je remplissais ce rôle, une partie de mon esprit était ailleurs. Je pensais à la réunion que j'allais avoir 2 jours plus tard avec l'équipe d'expansion. Je pensais à un ajustement de contrat que Claudia m'avait signalé la semaine précédente. Je pensais à ces choses qui existaient dans ma vie, et dont personne à cette table n'imaginait l'existence. Au moment de payer l'addition, Felipe a mis un point d'honneur à organiser le partage à voix haute, article par article, avec la précision de quelqu'un qui aime montrer qu'il contrôle tout. Quand il est arrivé à ma part, il a annoncé le montant d'une voix légèrement plus forte que nécessaire. Comme s'il voulait s'assurer que j'avais bien entendu, comme s'il voulait voir si j'allais demander à diviser autrement, pour payer moins. Pour confirmer, d'une manière ou d'une autre, la taille qu'il m'avait attribuée. J'ai posé ma carte sur la table sans vérifier le montant,
et je lui ai dit d'inclure les desserts que d'autres personnes avaient commandés plus tard, précisant que je prenais ça à ma charge. Il est resté sans voix un instant. Puis il a lâché un « très bien » sur un ton qui sonnait faux. En sortant, Renata a marché à mes côtés sans dire un mot. Je n'ai rien dit non plus. La nuit était fraîche à l'extérieur. Ce froid sec de Sao Paulo qui vous frappe, lors de la transition entre le trottoir et la rue ouverte. J'ai pris une grande inspiration en sentant l'air. Elle a pensé que mon silence était de la blessure. Je l'ai vue à la façon dont elle m'a jeté un regard en coin, quand nous sommes arrivés à la voiture. Ce regard de quelqu'un qui évalue l'ampleur des dégâts, qui mesure l'espace dont elle aura besoin pour gérer la situation. Mais ce n'était pas de la blessure. Plus maintenant. C'était de la clarté. Chaque fois que quelqu'un me sous-estimait dans cet environnement, la décision que j'avais commencé à forger au bureau, en regardant par la fenêtre, devenait un peu plus solide. Chaque dîner comme celui-là ajoutait une brique à un édifice dont j'étais le seul à connaître l'existence. Et pendant que Renata pensait me gérer, moi, je me préparais. Ce qu'elle ignorait, et ce que vous devez savoir maintenant pour comprendre la suite, c'est que 2 jours après ce dîner, j'ai reçu un appel. Un appel qui a déclenché la série d'événements qui allaient se terminer dans ce même restaurant, quelques semaines plus tard, avec elle, figée sur une chaise, incapable de fermer la bouche. Mais l'heure n'était pas encore venue. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant, car ce qui vient dans les prochains chapitres, c'est le genre d'histoire que vous ne voudrez pas rater en plein milieu. Aimez la vidéo, laissez un commentaire pour nous dire si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où quelqu'un vous sous-estimait devant tout le monde. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que le silence, lui aussi, peut être une stratégie. L'histoire ne fait que commencer. Dans la voiture, elle a attendu. Je sais reconnaître ce silence qui lui est propre. Ce n'est pas le même silence que le mien, celui qui est plein à l'intérieur, et calme à l'extérieur. Le sien est tendu. C'est le silence de quelqu'un qui retient ses mots, attendant le moment exact pour les lâcher. Elle a continué à regarder droit devant elle, la posture légèrement raide, les doigts posés sur ses genoux avec une retenue qui ne lui était pas naturelle. C'était une mise en scène de patience, et je connaissais le scénario qui allait suivre. Nous avons quitté le restaurant, emprunté Faria Lima, et pendant environ 4 ou 5 minutes, aucun de nous n'a dit un mot. La ville défilait à l'extérieur, avec cette indifférence propre à Sao Paulo. Tout le monde allait quelque part à 23 heures, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Je conduisais avec les 2 mains sur le volant, à vitesse constante, sans me presser. Puis, elle a parlé. « Tu n'avais pas besoin de réagir comme ça », a-t-elle dit. Le ton de quelqu'un qui se montre raisonnable, le ton de quelqu'un qui fait une concession. Je n'ai pas quitté la route des yeux. J'ai fixé le feu de circulation qui passait au rouge devant nous, et j'ai répondu que je n'avais pas réagi d'une quelconque manière. Elle a soupiré. Ce soupir spécifique qui signifie qu'elle pense que je mens, mais qu'elle ne va pas insister directement. Ensuite, elle a ajouté que Felipe était comme ça avec tout le monde, que ce n'était pas personnel, et que je ne devais pas le prendre aussi à cœur. J'ai entendu chaque mot de cette phrase. Je l'ai entendu, et je l'ai mise de côté. Je ne devais pas le prendre à cœur, comme si le problème était ma sensibilité, et non le fait que ma femme regardait un homme me rabaisser devant toute une table, sans dire un mot. Comme si le problème, c'était moi qui étais blessé, et non elle, fixant son verre pendant que cela se produisait. Mais je n'ai rien dit de tout cela. Le feu est passé au vert. J'ai accéléré prudemment et j'ai continué à conduire. Et c'est là, dans ce silence, qu'elle a commis l'erreur qui en dit le plus long sur la façon dont elle me percevait. Elle a interprété mon mutisme comme de l'acceptation, comme si je n'avais aucune réponse, parce que je n'avais aucun argument. Comme si je me taisais parce qu'au fond, j'étais d'accord sur le fait qu'elle avait raison, et que le problème venait de moi. Cette interprétation en disait plus sur elle que tout ce qu'elle aurait pu dire à voix haute. Car ce que j'ai fait pendant ce trajet en voiture, ce n'était pas ravaler ma rancœur. C'était calculé. Pendant que la voiture avançait pâté de maison par pâté de maison, ma tête était complètement ailleurs. Elle était plongée dans le rapport que Claudia m'avait envoyé l'après-midi même, un document de 43 pages que j'avais lu rapidement entre 2 réunions. Ce rapport contenait les chiffres du 3e trimestre, une croissance de 18% par rapport à la même période de l'année précédente, et une marge opérationnelle supérieure à nos projections, dans une ligne spécifique que j'avais relue 2 fois avant de fermer le fichier. La valeur marchande estimée de l'entreprise,
basé sur les multiples de l'industrie, se situait entre 42 et 48 millions de reais. 48 millions de reais. Pendant que Felipe me demandait si je faisais toujours mes trucs d'informatique. Je suis rentré chez moi, j'ai jeté les clés sur le comptoir de la cuisine, et je suis allé directement au bureau. Pas pour quelque chose d'urgent, c'était ma façon d'avoir besoin d'un espace à moi pendant quelques minutes. Renata est allée dans la chambre sans un mot, déjà habituée à cette division de l'appartement après un dîner comme celui-là. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai fixé l'écran un instant sans ouvrir aucun fichier, puis je l'ai refermé. Je me suis assis, les coudes sur le bureau et les doigts croisés devant mon visage, pendant un temps que je serais incapable de mesurer. L'entreprise avait commencé dans une pièce à Tatuapé, avec 3 personnes, et bien plus de doutes que de certitudes. Je me souviens d'un après-midi précis, lors de notre 2e année, où nous ne savions pas si nous pourrions payer le loyer de ce local le mois suivant. Claudia m'a regardé et a dit que soit nous croyions que ça allait marcher, soit il valait mieux tout arrêter avant de perdre plus de temps. J'ai dit que j'y croyais. Elle m'a dit qu'elle avait besoin que j'en sois sûr. J'ai dit que je l'étais, et je ne mentais pas. À présent, l'entreprise valait 48 millions. Et je me trouvais dans un appartement que ma femme pensait payer, en train de digérer un dîner où j'avais été ignoré par des médecins, qui ne connaissaient même pas le nom de mon entreprise. Il y a là une ironie qui n'est ni drôle ni tragique. Elle est juste réelle. C'est le genre de choses qui arrivent quand on construit quelque chose en silence pendant longtemps. Le monde continue de vous voir tel qu'il vous a vu au début, parce que vous n'avez pas pris la peine de mettre à jour votre image. Et, à un moment donné, vous vous arrêtez, et vous vous demandez si c'était le bon choix. Mais vient ensuite une autre question, plus honnête. La question n'est pas de savoir s'il était juste ou faux de garder le silence. La question est de savoir qui aurait dû poser la question. Elle savait que j'avais une entreprise. Elle savait que je travaillais dans la santé. En 11 ans de relation, elle avait eu accès à toutes les informations nécessaires pour comprendre ce que je construisais, si elle l'avait voulu. Elle ne l'a jamais voulu. Et je n'allais pas continuer à forcer une histoire pour quelqu'un qui refusait de tendre la main pour la recevoir. Ce que j'ignorais cette nuit-là, assis dans mon bureau avec mon ordinateur fermé, c'est qu'en moins d'une semaine, un événement allait nous forcer à une mise à jour qu'aucun de nous n'était complètement prêt à traiter. L'après-midi qui a suivi le dîner, alors que j'étais en appel vidéo avec 2 directeurs d'un hôpital partenaire à Recife, Claudia est entrée dans mon bureau avec une expression que j'ai appris à reconnaître au fil des ans. Ce n'était pas de l'urgence. C'était le regard de quelqu'un qui détient une information capitale, et qui jauge la meilleure façon de la livrer. Elle a attendu que je termine l'appel, a fermé la porte derrière elle, s'est assise sur la chaise en face de mon bureau, et a posé son téléphone devant moi avec un message ouvert. C'était un message d'un conseiller d'Antonio Carvalho. Antonio Carvalho. J'ai besoin que vous compreniez qui est cet homme, pour saisir le poids de ce nom dans un SMS. Carvalho possédait un réseau de 18 hôpitaux répartis à travers Sao Paulo, Rio de Janeiro, le Minas Gerais et Bahia. Il était le genre de nom qui figurait sur les listes d'influence du secteur de la santé privée brésilienne. Le genre d'homme qui, lorsqu'il entre dans une pièce, est remarqué avant même d'être vu. Et l'hôpital où travaillait Renata, celui où elle était une spécialiste respectée, gravissant régulièrement les échelons, faisait partie de son réseau. Le message disait que Carvalho avait examiné notre proposition technique, qu'il avait aimé ce qu'il avait vu, et qu'il voulait organiser un dîner pour parler en personne, avant d'aller de l'avant avec un quelconque contrat. Je l'ai lu 2 fois. J'ai levé les yeux vers Claudia. Elle avait un sourcil légèrement haussé, son signal pour dire « Saisis-tu l'ampleur de la chose ?» Je la saisissais. Le conseiller proposait une date la semaine suivante. Le lieu choisi par Carvalho lui-même était un restaurant à Pinheiro, très exactement le même restaurant où j'avais dîné la veille. J'ai fixé ce détail pendant quelques secondes. Je ne crois pas vraiment aux coïncidences dans un sens mystique, mais je reconnais quand le monde plante un décor avec une précision que vous n'auriez pas pu mieux planifier, même en essayant. C'était le même endroit, la même rue, le même éclairage tamisé, et les mêmes petites tables qui vous placent trop près de vos voisins. J'ai répondu au conseiller en confirmant la date. J'ai rangé mon téléphone, j'ai regardé Claudia, et je lui ai dit que nous devions préparer une présentation à la hauteur des attentes de Carvalho. Elle a répondu qu'elle était déjà dessus. Je n'ai pas parlé à Renata du dîner avec Carvalho. Pas à ce moment-là. Il n'y avait aucune raison, du moins pas le genre de raison que j'aurais eu besoin de lui expliquer. C'était les affaires.
C'étaient mes affaires. Ce même domaine qu'elle balayait en 2 mots quand quelqu'un lui demandait ce que je faisais. Et pendant qu'elle passait sa semaine à son rythme habituel aux gardes, réunions de service, dîner entre collègues, je me préparais en silence pour ce qui arrivait. Chaque détail de cette présentation pour Carvalho a été assemblé avec le soin de quelqu'un qui sait que certaines opportunités ne se présentent qu'une seule fois. Ce que je n'avais pas complètement calculé, c'était le détail géographique. Je ne m'étais pas arrêté pour penser que cette même semaine, ce même jeudi, Renata pourrait se trouver dans ce même restaurant. Mais elle y était. Il y a une différence entre un homme qui endure en silence parce qu'il n'a pas le choix, et l'homme qui endure en silence parce qu'il l'a choisi. De l'extérieur, ils se ressemblent. Même posture, même mutisme, même absence de réaction que l'entourage interprète comme de la faiblesse ou de la soumission. Mais à l'intérieur, ce sont 2 choses complètement différentes. L'un se fait écraser, l'autre patiente. J'ai appris la différence dans la pratique. Et pendant cette période, à la veille de tout ce qui allait se produire, j'avais besoin d'être très clair avec moi-même sur celui des 2 que j'étais. Parce qu'il y a eu des moments où la ligne devenait floue. Des moments où le silence pesait d'une manière que je n'avais pas prévue. Et je devais m'asseoir avec ce poids, prendre une grande inspiration, et me rappeler pourquoi j'avais choisi cette voie. Le dîner de promotion de Renata a été l'un de ces moments. Elle avait été promue coordinatrice du département de cardiologie. C'était un véritable accomplissement. Je veux être clair là-dessus, car je n'ai jamais eu de mal à reconnaître ce qu'elle construisait dans sa carrière. Renata était un médecin compétent et dévoué, qui était arrivé là où elle était par son mérite authentique. Le problème n'a jamais été ce qu'elle accomplissait. Le problème, c'était ce qu'elle en faisait à la maison, et ce que ce statut avait érigé entre nous au fil du temps. Pour célébrer sa promotion, elle a organisé un dîner plus important que d'habitude. Ce n'était plus seulement le petit groupe habituel. Il y avait près de 20 personnes, dont des chefs d'autres départements, 2 directeurs de l'hôpital, et quelques médecins que je n'avais jamais vus auparavant. Le restaurant aussi était différent. Plus formel, plus spacieux. Le genre d'endroit avec un sommelier et un menu dégustation, où les conversations se tiennent à un volume plus contrôlé, parce que tout le monde joue simultanément la carte de la sophistication. J'y suis allé parce qu'elle me l'a demandé, ou plutôt, j'y suis allé parce que refuser aurait déclenché une conversation que je ne voulais pas avoir. À ce moment-là, j'ai mis un blazer, je me suis préparé avec le soin nécessaire, et j'y suis allé. Les 2 premières heures ont été gérables. Je me déplaçais avec la tranquillité de celui qui n'a rien à prouver, je saluais les gens qui me saluaient, je répondais à ce qu'on me demandait de manière polie et concise, et je laissais les autres monopoliser la conversation, car c'était ce qu'ils voulaient de toute façon. Renata rayonnait. Elle était animée, éloquente, recevant les compliments avec cette grâce calculée de celle qui s'est entraînée à les recevoir. Je l'observais de loin, et je pensais que, dans d'autres circonstances, je serais très fier de la femme qu'elle était professionnellement. Mais les circonstances étaient ce qu'elles étaient. Le moment que je n'arrive pas à sortir de ma tête s'est produit vers la fin de la soirée, lorsque la grande table s'est divisée en plus petites conversations, et que l'ambiance était plus détendue, plus informelle, le vin ayant déjà fait son effet sur la plupart des convives. Un des directeurs, un homme d'environ 55 ans avec cette sorte d'autorité tranquille qui vient de décennies passées à un poste clé, s'est tourné vers Renata et lui a dit qu'elle méritait vraiment cette promotion. Il a ajouté qu'il était rare de trouver des professionnels avec un tel niveau d'engagement, et que l'hôpital avait de la chance de l'avoir. Elle l'a remercié élégamment. Ensuite, il m'a regardé avec cette politesse procédurale de celui qui inclut le conjoint parce que ça se fait, et il a dit qu'elle devait avoir une base très solide à la maison pour pouvoir se consacrer autant à son travail. Renata a souri, a pris son verre, et a dit quelque chose que je porterai en moi pendant longtemps. Elle a déclaré qu'en réalité, c'était elle qui maintenait tout ensemble. Que la stabilité de la famille venait de son travail, et qu'elle s'assurait toujours que nous ne dépendions pas de l'incertitude. Elle a dit cela avec légèreté, sur ce ton de celle qui se montre modeste tout en se jetant des fleurs. Et les gens autour ont souri, comme s'il s'agissait de l'admirable déclaration d'une femme indépendante et forte. Personne ne m'a regardé pendant qu'elle parlait. Personne ne m'a demandé ce que j'en pensais. Je faisais partie du décor qu'elle décrivait, l'incertitude qu'elle repoussait, le poids qu'elle portait, la preuve qu'elle était capable de tout gérer. J'avais un verre de vin à la main. Je ne me souviens pas de l'avoir porté à ma bouche après ce moment. Je me souviens d'avoir regardé le liquide à l'intérieur du verre pendant quelques secondes.
Ce rouge sombre qui semble plus profond selon l'éclairage. Et j'ai pensé, avec une précision étrange, une pensée claire et froide, que c'était la fin de quelque chose. Pas la fin du mariage, pas encore. Pas ce soir-là. Mais la fin d'une phase. La fin de la période où je nourrissais encore l'espoir qu'elle puisse me voir tel que j'étais, avant que je ne sois obligé de le lui montrer. Ce discours était la dernière pièce d'un puzzle que j'avais essayé de ne pas achever, parce que je n'aimais pas le résultat final. Le puzzle était complet. À présent, je reposais le verre sur la table lentement, avec le soin de quelqu'un qui ne veut pas que son geste trahisse quoi que ce soit. Ma main était ferme. Je l'ai remarqué, j'en étais conscient, car je devais l'être. Puis j'ai regardé par la fenêtre du restaurant, vers la rue, avec les voitures qui passaient et les gens sur le trottoir vivant des vies que je ne connaissais pas. Et j'ai respiré un instant, avant de tourner à nouveau mon visage vers la table, et de sourire à personne en particulier. Le directeur avait orienté la conversation dans une autre direction. Renata était de nouveau animée. Le dîner a continué. Sur le chemin du retour, elle était euphorique. Elle parlait de la soirée, de ce que chacun avait dit, des projets que ce nouveau poste ouvrait, et d'un voyage qu'elle voulait planifier pour fêter ça. Je conduisais, répondant quand elle s'adressait directement à moi. J'ai gardé un visage neutre, au prix d'un effort qu'elle n'a pas vu, et que je ne ferai pas semblant de qualifier de facile. Car il y a eu un moment, dans la voiture, où j'ai ressenti le poids de tout ça d'un seul coup. Pas de la colère. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose qui ressemblait plutôt à une forme spécifique d'épuisement. L'épuisement de quelqu'un qui porte une charge très lourde depuis longtemps, non pas parce qu'il ne peut pas la poser, mais parce qu'il a choisi de ne pas la poser tout de suite. Cet épuisement est réel. Il existe. Et j'ai dû composer avec cette nuit-là, car je n'avais nulle part d'autre où le déposer. Je suis rentré, je suis allé au bureau, et j'ai ouvert mon ordinateur. Il y avait un email de Claudia avec les derniers ajustements pour la présentation destinée à Carvalho. Elle avait retravaillé les chiffres avec une attention dont elle seule a le secret, chaque diapositive équilibrant précision technique et clarté visuelle. Le genre de document qui fait comprendre à la personne en face non seulement ce que vous faites, mais pourquoi vous êtes le seul choix possible. C'était bien. C'était très bien. J'ai tout lu du début à la fin. J'ai pris 3 notes d'ajustement, et je lui ai répondu avec mes commentaires. J'ai fermé l'email. Puis je suis resté assis en silence pendant un moment. J'ai repensé à la phrase que Renata avait prononcée lors du dîner. J'ai pensé au visage du directeur l'écoutant, à la façon dont les autres souriaient, à la place que j'occupais dans son récit ou une place sans nom. J'ai pensé à Felipe, à sa question lors du dîner précédent, à son ton. J'ai pensé à ce matin-là, au petit déjeuner, où j'avais essayé de lui parler du contrat de Campina, et où elle m'avait regardé 2 secondes avant de retourner à son téléphone. Et puis, j'ai pensé à Antonio Carvalho. Carvalho était le propriétaire du réseau hospitalier où travaillait ma femme. L'homme dont le nom ouvrait des portes dans n'importe quel couloir de la santé privée au Brésil. L'homme qui avait lu la proposition de mon entreprise, qui avait aimé ce qu'il avait vu, et qui avait personnellement demandé un dîner pour discuter avant de signer quoi que ce soit. Cet homme allait s'asseoir en face de moi dans moins d'une semaine. Il allait prononcer mon nom avec le poids de celui qui reconnaît un père. Ce n'était pas moi prétendant être ce que je n'étais pas. C'était moi étant exactement ce que j'avais toujours été, pendant que tout mon entourage regardait et voyait autre chose. J'ai décidé ce soir-là que je ne parlerais pas à Renata du dîner avec Carvalho. Pas par cruauté. Je ne tendais pas un piège. Ce que je faisais, c'était simplement cesser de la protéger de la réalité, qu'elle avait elle-même choisi de ne pas voir. Si elle se trouvait dans le même restaurant, elle y serait. Le monde est plus petit qu'on ne le pense quand on vit dans la même ville, qu'on fréquente les mêmes quartiers, qu'on évolue dans les mêmes réseaux. Et le restaurant de Pinheiro était un endroit qu'elle connaissait bien. Ce que je ne pouvais pas contrôler, et que je n'ai pas essayé de contrôler, c'était de savoir si nos chemins allaient se croiser. Mais ce que j'ai commencé à réaliser dans les jours qui ont suivi, c'est qu'une partie de moi avait cessé d'espérer que ça n'arrive pas. Non pas parce que je voulais l'humilier, mais parce que j'étais fatigué d'être le seul à connaître la vérité sur ma propre vie. Parfois, le monde a besoin de se corriger de lui-même. Et parfois, il le fait avec une précision qu'aucun plan humain ne pourrait égaler. Jeudi approchait. La présentation était prête. Claudia était prête. J'étais prêt. Ce qu'aucun de nous n'avait calculé,
c'est que Renata y serait aussi. Dans les jours qui ont précédé ce jeudi, j'ai gardé une routine qui ne révélait rien de ce qui se tramait en dessous. Je me suis réveillé tôt, j'ai bu mon café, je suis allé au bureau, et j'ai travaillé. Je rentrais à l'heure habituelle, je dînais quand il y avait un dîner de prévu. Je répondais à tout ce que Renata me demandait. Je dormais. De l'extérieur, c'était une semaine ordinaire. De l'intérieur, c'était l'une des semaines les plus lourdes que j'ai vécues depuis des années. Pas d'anxiété, mais cette sorte de tension silencieuse, qui survient lorsque vous savez que quelque chose est sur le point de changer d'échelle, et qu'il n'y a aucun moyen de l'arrêter ou de l'accélérer. Claudia et moi nous sommes parlé tous les jours cette semaine-là. Pas de mon mariage, pas de Renata, pas de questions personnelles. De la présentation, des chiffres, des détails qui devaient être parfaits avant le dîner avec Carvalho. Elle avait une capacité, que j'ai toujours admirée, à séparer ce qui était important du simple bruit de fond. Et cette semaine-là, ce qui était important se résumait à un seul événement, un jeudi soir, dans un restaurant de Pinero. Le mardi, 2 jours avant, elle m'a appelé à 16h. J'étais en ligne avec le directeur d'un hôpital partenaire à Rio, quand mon téléphone a vibré avec son nom sur l'écran. J'ai mis fin à l'appel, et je l'ai rappelé. Elle a décroché à la première sonnerie, ce qui m'a tout de suite indiqué que c'était quelque chose qu'elle attendait de me dire. « Marcos, a-t-elle dit, je dois te dire quelque chose avant jeudi. Ce n'est pas un problème, mais c'est important. » Je me suis adossé à ma chaise et je lui ai dit, « Vas-y », ce qu'elle m'a raconté au cours des 10 minutes suivantes a changé l'échelle de ce qui était déjà énorme. Carvalho ne viendrait pas seul. Il amenait son directeur financier, ainsi que le responsable de la division technologie et innovation de son réseau, un dirigeant que je connaissais de nom, car il figurait dans plusieurs articles de l'industrie. Cela signifiait que le dîner n'était pas juste une discussion informelle, pour tâter le terrain avant d'aller plus loin. C'était une réunion de prise de décision déguisée en dîner. Carvalho avait déjà décidé qu'il voulait conclure. Le dîner servait à donner à son équipe l'occasion de valider en personne ce que les documents montraient sur le papier. Cela changeait le niveau de préparation dont nous avions besoin. Claudia a dit qu'elle apporterait les contrats préliminaires, qu'elle s'était déjà alignée avec notre équipe juridique sur les points nécessitant de l'attention, et qu'elle avait besoin que j'arrive au restaurant au moins 20 minutes en avance. Pour que nous puissions régler les derniers détails avant de passer à table. J'ai dit que j'y serais. Elle est restée silencieuse une seconde après ça. Ce silence spécifique qui me disait qu'elle avait autre chose en tête. Il y a encore une chose, a-t-elle dit. J'ai attendu. Le conseiller de Carvalho a confirmé le restaurant ce matin. Il a envoyé le nom complet de l'endroit, l'adresse, l'heure de la réservation. Marcos, c'est le même restaurant, le même où tu es allé avec Renata la semaine dernière. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je sais que tu ne vas rien changer à cause de ça, a-t-elle poursuivi. Mais j'ai pensé que tu devais le savoir à l'avance, pour ne pas arriver là-bas et être pris au dépourvu par quelque chose qui te ferait perdre ta concentration. J'ai répondu que j'appréciais l'attention, ajoutant que cela ne changeait rien. Elle a dit qu'elle le savait, et il y avait, dans la façon dont elle l'a dit, une compréhension qui se passait d'explication. J'ai raccroché, et j'ai regardé par la fenêtre du bureau pendant quelques minutes. Je n'étais pas surpris. Pinero est un petit quartier pour les gens qui fréquentent les mêmes endroits, et ce restaurant était le genre d'adresse qui apparaît naturellement dans les agendas des personnes évoluant dans ce circuit, que ce soit pour la qualité du service ou pour la discrétion qu'offre l'environnement. Que Carvalho ait choisi le même endroit n'était ni un destin, ni un signe. C'était de la géographie et une coïncidence. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ce même après-midi, à 40 minutes de là où j'étais, Renata organisait un dîner avec ses collègues de l'hôpital pour ce même jeudi, au même restaurant, à la même heure. Je ne l'ai découvert que plus tard, mais je vous le dis maintenant, car vous devez comprendre que ce qui s'est passé ce soir-là n'a été planifié par personne. Ce n'était pas un coup monté. Ce n'était pas une stratégie d'exposition. Ce n'était en aucun cas une mise en scène théâtrale. C'était le monde, petit tel qu'il est, où deux réalités que j'avais gardées séparées pendant des années convergeaient au même point, au même instant, sans que personne n'en ait donné l'ordre. Les 2 jours suivants, j'ai travaillé avec une concentration que je ne me connaissais plus. La présentation a été révisée 3 fois. Les chiffres ont été vérifiés. Le cadre technologique de Carvalho avait une solide formation technique, et je devais être prêt à répondre à des questions qui allaient au-delà de ce que montraient les diapositives. Claudia m'a fait part des points qui,
selon elle, pourrait susciter davantage d'interrogations. Et nous avons passé 2 heures, le mercredi après-midi, à simuler le dîner. Elle posait les questions difficiles, et je répondais jusqu'à ce que la réponse semble naturelle et non répétée. Car il y a une différence entre une personne qui connaît la réponse, et une personne qui donne l'impression de la connaître. Et je devais être les deux à la fois. Le mercredi soir, Renata est rentrée en parlant du dîner du lendemain. Elle était enthousiaste, parlant du groupe qui y allait, et d'un nouveau collègue qui avait rejoint le service, qu'elle voulait que je rencontre un jour. J'écoutais ça tout en faisant chauffer de l'eau pour le café. Elle ne m'a pas posé de questions sur mes projets pour jeudi. Ce n'était pas inhabituel. Son emploi du temps pesait toujours plus lourd dans nos conversations que le mien. Je n'ai pas dit que je sortais. Je n'ai pas menti. J'ai simplement omis de l'informer, parce qu'elle n'avait rien demandé, et parce que j'avais appris, des années plus tôt, que l'espace que j'occupais sur son radar n'était pas suffisant pour générer cette question de manière organique. J'ai bien dormi cette nuit-là, mieux que je ne l'espérais. Je me suis réveillé avant mon réveil, j'ai fait du café, et j'ai relu les points principaux de la présentation une dernière fois, pendant que la ville était encore plongée dans l'obscurité. Je me sentais prêt, d'une manière qui n'avait rien d'arrogant. C'était ce genre de préparation qui survient quand on a bâti quelque chose de réel, et qu'on sait que ce qu'on détient est assez solide pour résister à n'importe quelle question. Le jeudi, la journée s'est écoulée à un rythme qui semblait plus lent que la normale. Cet effet qu'ont parfois les jours importants, comme si chaque heure était vécue au ralenti. J'ai accompli mon programme de travail normalement, j'ai réglé ce qui devait l'être, et à 18 heures, j'ai fermé le bureau et je suis rentré me changer. J'ai enfilé les vêtements que j'avais préparés 2 jours plus tôt, sans en faire toute une histoire. Un costume sombre, une chemise sans cravate. Cet équilibre entre formel et accessible qui fonctionne bien, quand on veut avoir de la présence sans avoir l'air d'avoir fait trop d'efforts. Je me suis regardé dans le miroir un instant, non pas par vanité, mais comme quelqu'un qui fait une dernière vérification avant de monter sur le terrain. Renata n'était pas à la maison. Elle était déjà partie. J'ai pris mes clés de voiture, je suis descendu, et j'ai conduit jusqu'à Pinheiro, la vitre légèrement baissée et la radio à bas volume. Sao Paulo, un jeudi soir, a un flux particulier. Cette densité d'une ville qui se prépare pour le week-end, sans y être encore tout à fait. J'ai navigué dans le trafic sans me presser. Ma tête était plus calme qu'à n'importe quel moment de la semaine précédente. Je suis arrivé 20 minutes avant l'heure convenue. Claudia était déjà là, à une table sur le côté, son dossier posé sur la table et un verre d'eau à moitié vide. Quand elle m'a vu entrer, elle a hoché la tête avec cette discrétion qui la caractérisait. Je me suis assis. Le serveur est arrivé, j'ai commandé de l'eau. Nous avons passé les 15 minutes suivantes à régler les derniers points. Elle m'a montré la version finale des contrats préliminaires, a pointé les sections que le directeur financier allait probablement contester, et m'a rappelé un détail sur le bagage technique du responsable de l'innovation. Qui pourrait s'avérer utile si la conversation s'aventurait sur un terrain plus spécifique. J'ai tout écouté, j'ai posé 2 questions, et j'ai mémorisé ce qui devait l'être. Puis, j'ai regardé aux alentours, et j'ai vu Renata. Elle était de l'autre côté de la salle, à une table plus grande avec Felipe et les collègues habituels, à moitié tournée dos à moi. Elle ne m'avait pas encore vu. Elle était très animée, faisant de grands gestes en parlant, avec cette énergie sociale que j'avais appris à reconnaître de loin. Claudia m'a regardé, a vu où je portais mon regard, et n'a rien dit. Je me suis tourné vers elle et j'ai dit, avec un calme que je n'ai pas eu besoin de simuler, car il était sincèrement là, rien ne change. Elle a hoché la tête, a pris son verre d'eau, et nous avons repris notre discussion. 2 minutes plus tard, le téléphone de Renata a dû vibrer, car je l'ai vu le prendre, regarder l'écran, puis tourner légèrement son corps vers l'endroit où j'étais assis. Elle m'a vu, a analysé la situation, et a envoyé un message. Le téléphone dans ma main a vibré. Je l'ai lu sans changer d'expression. « Qu'est-ce que tu fais là ?» disait le message. J'ai tapé un seul mot, « affaire », j'ai envoyé, et j'ai rangé mon téléphone. Je l'ai entendu rire, de l'autre côté de la pièce, quelques secondes plus tard. Ce rire spécifique, qu'elle utilisait quand elle voulait que quelqu'un à proximité sache qu'elle trouvait quelque chose de drôle. Elle avait probablement montré le message à Felipe. Il avait probablement fait un commentaire. Ils avaient probablement tous convenu que c'était tout à fait le genre de son mari de se pointer dans un endroit pareil en se donnant des airs d'homme d'affaires. Je n'ai pas entendu ce qui s'est dit,
mais je connaissais le scénario. Puis, la porte du restaurant s'est ouverte. Restez jusqu'à la fin de cette histoire, car ce qui arrive maintenant est le moment où tout ce que je vous ai raconté depuis le chapitre 1 prendra tout son sens. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant, car cette histoire ne s'arrête pas là. Et il y a encore beaucoup à venir. Aimez la vidéo, commentez ce que vous pensez qu'il va se passer quand Carvalho entrera dans cette pièce, et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que construire en silence a un prix, mais que cela a aussi son heure de gloire. La porte s'est ouverte, et un homme dans la soixantaine est entré avec le genre de prestance qui n'a pas besoin d'annonce. Ce n'était pas la taille. Ce n'était pas le volume. Ce n'était aucune des choses que les gens associent généralement à l'autorité pour décrire quelqu'un de ce calibre. C'était autre chose. C'était la façon dont il franchissait l'entrée du restaurant, comme quelqu'un habitué à entrer dans des lieux et à voir l'environnement s'organiser autour de lui. Sans précipitation, sans regarder autour de lui pour s'orienter. Il savait où il allait avant même d'avoir terminé son premier pas. Antonio Carvalho. Derrière lui, 2 hommes. Le directeur financier, que j'ai reconnu grâce à la photo que j'avais cherchée avant le dîner, un homme plus jeune, d'environ 45 ans, costume gris, avec l'expression de quelqu'un qui traite des chiffres même lorsqu'il ne travaille pas. Et le responsable de l'innovation, Raphaël Menot, qui avait un bagage technique que j'avais étudié avec soin, car je savais qu'il serait l'interlocuteur le plus exigeant de la soirée. Le maître d'hôtel s'est approché de Carvalho avec le naturel de celui qui s'attendait déjà à cette arrivée, le saluant par son nom, avec une légère inclinaison qui n'était pas de la soumission, mais de la reconnaissance. 2 serveurs se sont déplacés dans la même direction, sans que personne n'ait eu besoin de donner un ordre. C'est le genre de choses qui arrive quand le nom de la personne qui arrive a déjà suffisamment de poids, pour réorganiser l'espace autour d'elle avant même qu'elle ne s'assoie. Je me suis levé lorsqu'il est entré dans le champ de vision de notre table. Carvalho m'a vu avant de s'approcher. Il a légèrement modifié sa trajectoire vers l'endroit où j'étais. Et quand il est arrivé à ma hauteur, il a tendu la main avec une fermeté qui n'était pas une démonstration de force. C'était de la familiarité. Le genre de poignée de main qui dit que la personne en face vous a déjà cerné avant même de vous rencontrer en personne. Marcos, a-t-il dit, un seul mot, enfin. Comme si cette rencontre était prévue de longue date, quelque chose que le marché aurait dû produire plus tôt, et qu'il corrigeait maintenant avec un retard qu'il regrettait personnellement. J'ai répondu que c'était un plaisir. J'ai présenté Claudia. Il l'a saluée avec la même attention, sans cette hiérarchie implicite que certains hommes de sa génération portent en eux lorsqu'ils rencontrent une femme à un poste d'égal à égal. Puis, il a présenté son équipe. Nous nous sommes installés. Le serveur est apparu en quelques secondes. De l'autre côté de la salle, la table de Renata gardait le même rythme. Conversation, vin, ce mélange d'anecdotes d'hôpital et de commentaires sur des choses que je ne pouvais pas entendre d'où j'étais. Mais je savais, avec la certitude de celui qui connaît les habitudes de quelqu'un après des années, qu'une partie de son attention s'était déplacée vers notre table au moment où Carvalho était entré. Parce que Carvalho n'était pas un visage anonyme pour elle. Il était le propriétaire de la chaîne d'hôpitaux où elle travaillait. L'homme dont le nom figurait dans les notes internes, dans les réunions du conseil d'administration, dans les discussions de couloir, avec ce poids spécifique que les propriétaires d'entreprises détiennent au sein de leur propre organisation. Elle n'avait jamais eu de conversation directe avec lui. Je le savais, parce qu'elle m'avait dit une fois en passant que Carvalho se présentait rarement en personne dans les établissements, et que quand il le faisait, c'était un événement. Elle connaissait son visage, savait qui il était, et elle regardait cet homme traverser un restaurant, pour aller droit vers la table où son mari était assis. Je ne l'ai pas regardé à ce moment-là. Je n'en avais pas besoin. La conversation avec Carvalho a commencé d'une manière que j'apprécie. Pas de tournée autour du pot. Pas de longs échauffements sociaux typiques des dîners d'affaires, où tout le monde parle de la pluie et du beau temps, ou de voyage, avant d'en venir à ce qui compte. Il a pris l'eau que le serveur avait servie, a bu une gorgée, et a déclaré que la proposition de notre entreprise était la mieux structurée qu'il ait reçue en 3 ans de recherche d'un partenaire technologique pour sa chaîne. 3 ans. J'ai laissé ce chiffre se poser avant de répondre. J'ai dit que nous avions pris le temps de construire une solution qui n'était pas générique, qui était conçue spécifiquement pour la complexité des grands réseaux hospitaliers, et que par conséquent, la courbe d'implémentation était plus courte que pour tout autre système qu'il avait évalué. Raphaël Menot m'a regardé avec une attention que j'ai reconnue comme un véritable intérêt technique.
C'était le regard de quelqu'un qui vérifie si la personne en face comprend vraiment ce qu'elle dit, ou si elle se contente de répéter ce qui est écrit sur la présentation. Je comprenais. J'avais codé chaque ligne de ce système de mes propres mains, après des années d'essais et d'erreurs. Il n'y avait aucune question qu'il puisse poser à laquelle je ne pouvais pas répondre de l'intérieur vers l'extérieur. La conversation a coulé de source. Menno a posé les questions difficiles auxquelles je m'attendais, sur l'intégration avec les anciens systèmes, sur les protocoles de sécurité des données en milieu hospitalier, et sur l'évolutivité en cas d'expansion du réseau. J'ai répondu à chacune d'entre elles sans consulter aucun document, car le matériel était dans ma tête depuis que j'avais commencé à le construire, 11 ans plus tôt. Claudia est intervenue lorsque le sujet a dévié sur l'aspect financier et contractuel, avec cette précision qui est la sienne et qui fait sonner les chiffres comme un récit plutôt que comme un tableur. Le directeur financier s'est visiblement détendu au cours de la deuxième demi-heure. C'est un signe que j'ai appris à repérer. Quand un a des chiffres se détend, c'est que la conversation s'oriente déjà vers autre chose. À un moment donné, la nourriture est arrivée. La conversation ne s'est pas arrêtée. Elle a continué, au rythme de personnes qui construisent quelque chose ensemble, et qui utilisent le repas comme une toile de fond, et non comme le centre d'intérêt. Carvalho avait une façon de diriger que je trouvais intéressante. Il posait des questions qui semblaient personnelles, mais qui étaient stratégiques. Il a posé des questions sur l'origine de l'entreprise, comment elle avait commencé, et ce qui m'avait attiré vers le secteur de la santé spécifiquement. J'ai raconté la vraie version, pas la version abrégée que je donnais habituellement aux gens qui n'étaient pas intéressés. La pièce a tatuapé, les 3 personnes, le tableur mis à jour à la main, le premier contrat qui a mis 4 mois à se conclure, équivalait chacun de ces mois. Il écoutait avec une attention qui m'a fait comprendre que la question n'était pas protocolaire. Elle était authentique. Les hommes qui ont construit quelque chose de zéro reconnaissent la texture de ce parcours dans l'histoire d'un autre. À cet instant, sans que je ne remarque la transition, le volume sonore de la pièce avait légèrement changé. La table de Renata était plus silencieuse qu'avant. Pas complètement. La conversation continuait, mais ce silence de fond avait une qualité différente. Comme quand une radio baisse soudainement de volume, et que vous réalisez qu'elle était plus forte que vous ne le pensiez. Je n'ai pas tourné la tête, mais Claudia était sous le bon angle pour voir cette table sans avoir besoin de bouger. Et, à un moment donné, lors d'une pause entre 2 sujets, elle m'a regardé pendant une seconde avec une expression neutre mais communicative. J'ai compris. Ils observaient. Carvalho parlait de l'expansion prévue pour les 2 prochaines années, pour de nouveaux établissements, 2 dans le sud-est et 2 dans le centre-ouest. Il a fait une pause pour boire de l'eau, et a déclaré sur un ton presque désinvolte mais qui ne l'était pas que les revenus présentés par notre entreprise étaient impressionnants pour une opération indépendante. 30 millions de reais au cours du dernier exercice, a-t-il dit, c'est le genre de chiffre qui prend 2 fois plus de temps à atteindre, pour beaucoup d'entreprises de ce secteur. Il n'a pas dit cela à la cantonade. Il l'a dit parce que c'était une donnée pertinente pour ce qu'il évaluait. Mais il l'a dit à voix haute, avec le naturel de celui qui n'a aucune raison de murmurer des chiffres lors d'une discussion d'affaires. 30 millions au cours du dernier exercice. Je n'avais pas besoin de calculer l'acoustique de la salle. Ce genre de restaurant possède une architecture qui distribue le son d'une façon bien spécifique, ni caverneuse, ni étouffée, mais avec une clarté qui fait que les mots voyagent un peu plus loin que ce que vous aviez prévu en les prononçant. J'ai répondu calmement à Carvalho, expliquant que notre constance auprès des clients, et notre taux de rétention des contrats, était ce qui avait permis cette croissance. Que nous ne comptions pas sur le volume d'acquisition, car la base que nous avions construite se renforçait d'elle-même au fil du temps. Il a hoché la tête. Menno a noté quelque chose sur un carnet à côté de son assiette. Le directeur financier a croisé les bras, avec la posture de celui qui est satisfait de ce qu'il entend. Puis, j'ai entendu non pas des mots, non pas une phrase entière, mais un son spécifique que je connaissais très bien. C'était le silence qui suit une conversation quand elle s'arrête net, parce que quelque chose venant de l'extérieur en a interrompu le flux. C'est le son qu'un groupe produit quand tout le monde, en même temps, décide de se taire, parce qu'ils sont tous en train de traiter exactement la même information. Je ne me suis pas retourné. J'ai pris une gorgée d'eau, et j'ai poursuivi la conversation. Mais je savais qu'elle avait entendu. Le chiffre avait atteint l'endroit où elle se trouvait, et quelque chose, de l'autre côté de cette pièce, avait changé de température. Claudia a ouvert un dossier contenant les contrats préliminaires, et a commencé à passer en revue les termes,
avec son habileté à rendre la technique accessible, sans la rendre superficielle. Je me suis cantonné à mon rôle d'observateur, n'intervenant que lorsque c'était nécessaire, ce qui était la stratégie convenue pour ce profil d'interlocuteur. Et pendant que tout cela se déroulait, pendant que j'étais assis à cette table pour négocier le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise, entreprise que j'avais montée dans un banal quartier de Sao Paulo avec 3 personnes et une tonne de doutes. Quelque chose, de l'autre côté de la salle, s'effondrait, dans un silence que j'entendais. Même sans le percevoir directement. Parfois, la vérité n'a pas besoin d'être dite. Il lui suffit d'arriver au bon endroit, au bon moment, dans la voix de quelqu'un qui n'a absolument aucune raison de mentir. Et cette nuit-là, elle est arrivée. Il y a un moment, lors d'une négociation commerciale, où l'on réalise que la décision a déjà été prise. Ce n'est pas quand quelqu'un signe un document. Ce n'est pas quand les chiffres sont confirmés à voix haute. C'est avant ça. C'est dans un petit geste, un changement de posture, une façon dont l'autre vous regarde, différente de celle de 20 minutes plus tôt. C'est l'instant où vous cessez d'être une possibilité, pour devenir une certitude dans l'esprit de la personne de l'autre côté de la table. J'ai identifié ce moment chez Carvalho lorsqu'il a posé sa fourchette sur son assiette, s'est légèrement adossé à sa chaise, et a dit quelque chose qui n'était pas dans le scénario de la conversation jusque-là. Il a dit qu'il voulait présenter notre entreprise au conseil d'administration du réseau le mois suivant. Non pas comme une proposition, mais comme la solution choisie. J'ai gardé une expression impassible. À l'intérieur, je ressentais une clarté froide et satisfaite, qui est bien différente de l'euphorie. C'est plus profond. C'est le genre de sentiment qui n'est qu'en quelque chose que vous avez bâti pendant des années et reconnu par quelqu'un qui comprend exactement ce qui le regarde. À mes côtés, Claudia n'a pas changé de posture, mais j'ai vu le bout de ses doigts bouger légèrement sur le dossier du contrat. C'était sa façon de me dire qu'elle ressentait la même chose. J'ai dit que nous serions prêts pour cela. Je l'ai dit avec le calme de quelqu'un qui peut prononcer cette phrase sans avoir besoin de vérifier si c'est vrai. Menot a posé 2 questions techniques supplémentaires après ça. Des questions de validation, et non de doute. Le genre de questions qu'un expert pose lorsqu'il a déjà tiré ses conclusions, mais qu'il a besoin d'un dernier point de contact avant de sceller la décision en interne. J'ai répondu aux 2 avec précision. Il a pris des notes. Le directeur financier a demandé une copie du contrat préliminaire pour examen, que Claudia avait sous la main, et elle la lui a tendu avec le naturel de quelqu'un qui s'attendait à la demande. Le dîner touchait à sa fin. Pas la fin formelle, qui viendrait après l'examen juridique et l'approbation du conseil, mais la fin qui comptait, la fin humaine. Celle où 2 parties s'assoient à une table et la quittent en sachant qu'elles vont travailler ensemble. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que la table de Renata était complètement silencieuse. Ce n'était pas une pause entre 2 sujets. C'était le silence de personnes tiraillées entre l'idée de continuer là où elles sont, ou de prêter attention ailleurs. Je pouvais faire la différence, parce que j'avais passé des années à vivre avec leur silence, avec les rythmes que produit le corps d'une personne lorsque son attention est en conflit avec sa position physique. Malgré tout, je n'ai pas regardé. Je suis resté là où j'étais, avec les personnes envers qui j'avais un engagement ce soir-là, en train de faire ce que j'étais venu faire. Mais il y avait une conscience périphérique qui tournait en parallèle, enregistrant les informations sans que je n'aie besoin de m'y attarder. Carvalho a commandé le dessert, avec l'aisance de quelqu'un qui a quitté le mode évaluation pour entrer dans le mode célébration anticipée. Il m'a posé des questions sur d'autres clients de notre portefeuille. Pas avec la curiosité de quelqu'un qui cherche des détails confidentiels, mais avec l'intérêt sincère de celui qui veut comprendre l'écosystème entourant la personne qu'il s'apprête à choisir. J'ai parlé de nos hôpitaux partenaires sans citer de nom, là où le secret contractuel exigeait de la discrétion, mais avec suffisamment de détails pour que le tableau soit clair. À un moment donné, pendant cette conversation, Felipe est apparu, non pas à notre table. Il était debout, se déplaçant, probablement en direction des toilettes, et il est passé à une distance si faible de notre groupe que la rencontre était inévitable. Il m'a vu le premier. Il a eu 7 secondes d'hésitation que l'on essaie de cacher, mais qui en dit long. Puis, il a vu Carvalho. Le visage de Felipe a fait quelque chose d'intéressant à cet instant. Ce n'était pas de la surprise. C'était un recalibrage. Le visage de quelqu'un qui relit une situation, réalisant que la lecture précédente était fausse, mais qui n'a pas encore toutes les données pour la nouvelle lecture, et qui flotte donc dans un entre-deux inconfortable. Carvalho ne l'a pas vu, ou s'il l'a fait, cela ne l'a pas intéressé.
Il est resté concentré sur notre conversation avec la même attention qu'auparavant. Felipe a continué à marcher sans s'arrêter, mais j'ai vu, sur le chemin du retour vers sa table, qu'il s'est légèrement penché pour dire quelque chose à Renata. Je l'ai vu du coin de l'œil, sans me tourner. Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit, mais j'en ai vu l'effet. Elle s'est complètement retournée cette fois-ci. Pas le mouvement discret de tout à l'heure, propre à quelqu'un qui essaie d'observer sans être remarqué. C'était une rotation complète du corps, signifiant que l'effort de se cacher n'était plus d'actualité. Elle a regardé notre table avec une expression que je ne pouvais pas lire entièrement depuis mon angle, mais j'en ai reconnu les contours. C'était le visage de quelqu'un qui traite des informations contredisant une croyance, forgée sur une très longue période. Ce n'est pas une expression fugace. Elle persiste. Elle a besoin d'espace intérieur pour se produire. Et de l'extérieur, pendant que ce traitement a lieu, le visage prend une qualité spécifique, différente de la surprise et du choc. Cela ressemble davantage à cet instant juste avant une réponse, quand la question a fait mouche, mais que les mots ne se sont pas encore organisés. J'ai tourné de nouveau mon visage vers Carvalho. Il m'interrogeait sur les projets d'expansion de notre propre entreprise, pour savoir s'il y avait une intention de grandir vers d'autres segments du secteur de la santé, ou si la stratégie était de maintenir le cap sur la gestion hospitalière. C'était une question qui m'intéressait sincèrement, car c'était un point dont Claudia et moi discutions depuis des mois. J'ai répondu que, pour l'instant, l'objectif était d'approfondir ce qui fonctionnait déjà. Qu'une croissance horizontale sans solidité verticale était une erreur que j'avais vue chez beaucoup d'entreprises du secteur. Que je préférais avoir 15 clients qui dépendaient vraiment de ce que nous faisions, plutôt que 50 qui utilisaient notre système comme un simple outil parmi tant d'autres. Carvalho a tapoté légèrement la table avec 2 doigts. Un petit geste d'approbation qui valait plus que bien des phrases. Claudia a commencé à organiser les documents dans son dossier. Ce geste naturel, signifiant que la partie formelle de la conversation touche à sa fin, et que ce qui suit est plus léger. Le directeur financier a brièvement vérifié quelque chose sur son téléphone et l'a rangé. Menot a fermé son carnet. Carvalho a pris son verre de vin, qui était presque vide, l'a regardé pendant une seconde, comme quelqu'un qui pèse ses mots, et a déclaré quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre à voix haute dans ce contexte. Il a dit qu'il était rare de trouver une entreprise atteignant ce niveau de revenus et d'opérations, tout en conservant le même ADN que lors de sa création. Il a expliqué que la plupart des entreprises qu'il avait évaluées au fil des ans, lorsqu'elles atteignaient nos chiffres, avaient déjà perdu quelque chose en cours de route. De l'agilité, de l'identité, ou l'engagement envers ce qui les avait fait grandir. Que ce qui avait attiré son attention dans notre proposition, ce n'était pas seulement la solution technique. C'était la cohérence, la preuve que l'entreprise savait encore pourquoi elle existait. 30 millions de revenus, a-t-il dit, bâtis sans faire de bruit, sans lever de fonds publics, sans apparaître dans les classements de start-up. C'est rare. Il n'a pas dit cela à la pièce. Il me l'a dit, en me regardant, dans une conversation qui n'appartenait qu'à nous. Mais le restaurant possède l'acoustique qu'il a. Et les mots prononcés avec conviction dans un tel environnement ne restent pas cantonnés dans un rayon d'1 mètre. Je l'ai remercié avec la brièveté que le moment exigeait, ni trop peu, juste ce qu'il fallait. Et puis, pour la première fois de la soirée, j'ai regardé de l'autre côté. Ce n'était pas un choix calculé. C'était le regard naturel de quelqu'un qui sait que quelque chose se trouve à un endroit précis dans l'espace, et qui, au bon moment, laisse ses yeux s'y poser. Renata me regardait. Pas un coup d'œil rapide, pas le genre de regard que l'on détourne quand l'autre le remarque. C'était un regard fixe et immobile, le genre de regard qui se produit lorsque l'esprit est si occupé à traiter l'information qu'il oublie d'ordonner au corps de faire semblant. Elle tenait son verre à la main figée en l'air, dans une position suggérant que le geste de porter le verre à sa bouche avait été interrompu à mi-chemin, et n'avait jamais repris. À côté d'elle, Felipe était visiblement silencieux. Pas le silence de quelqu'un qui pense à autre chose, le silence de quelqu'un de trop présent dans ce qu'il voit, et qui, de ce fait, n'a rien à dire. Les autres collègues à table se trouvaient dans divers états de cette même prise de conscience. Certains essayaient encore de maintenir leur conversation en vie. D'autres regardaient désormais ouvertement dans notre direction, avec cette curiosité que les gens essaient de rendre moins évidente qu'elle ne l'est. J'ai regardé Renata pendant peut-être 2 secondes. Je n'ai pas souri. Je n'ai fait aucun geste. Il n'y avait aucun geste capable de dire ce que ces 2 secondes de contact visuel n'avaient pas déjà exprimé avec plus de précision,
et plus de poids. Puis, je me suis tourné à nouveau vers Carvalho. Il disait quelque chose au directeur financier concernant les prochaines étapes du processus, s'alignant en interne sur ce qui devait se passer avant la réunion du conseil d'administration. Je suis intervenu dans la conversation au bon moment, lorsqu'il y a eu une question implicite sur le délai d'adaptation des contrats au format juridique du réseau. Claudia a répondu avant que je n'ai besoin de le faire, comme elle le fait toujours quand c'est son domaine. Le dîner s'est terminé avec le naturel des choses qui finissent bien. Carvalho s'est levé le premier, en tant que donneur de signal. Des poignées de main circulaires, gardant la même solidité qu'au début. Il m'a dit que son conseiller me contacterait pour planifier la réunion du conseil, qu'il était satisfait de ce qu'il avait vu, et que son impression personnelle confirmait ce que le papier laissait présager. J'ai répondu que nous étions à sa disposition. Ils sont partis. Le maître d'hôtel les a raccompagnés jusqu'à la porte avec la même attention qu'à leur arrivée. Claudia et moi sommes restés debout un instant près de la table, et elle m'a regardé avec une expression qui n'était pas un sourire, mais qui en était l'équivalent émotionnel. J'ai dit que nous avions bien géré. Elle a répondu que nous avions très bien géré. J'ai pris mon manteau, je l'ai mis lentement, j'ai regardé le dossier de documents qu'elle rangeait, et je lui ai demandé si elle avait encore besoin de moi ce soir-là. Elle a dit non. Elle s'occuperait du reste. Et puis, avec le naturel de quelqu'un qui sort d'une réunion, j'ai commencé à marcher vers la sortie du restaurant. Le chemin passait près d'une table. Je n'ai pas fait de détour. Je n'ai pas non plus forcé ma trajectoire pour m'approcher. J'ai suivi la ligne naturelle qu'offrait l'espace, celle que la plupart des gens emprunteraient en quittant ce point de la salle. Et sur cette ligne, à quelques mètres de la table où Renata était assise, nos regards se sont croisés une deuxième fois. Elle a essayé de parler, elle a légèrement ouvert la bouche, avec cette anticipation de quelqu'un sur le point d'appeler quelqu'un par son nom. Je ne me suis pas arrêté. J'ai continué à marcher à mon rythme précédent, ni pressé ni lent. Et quand je suis passé dans son champ de vision, puis hors de celui-ci, je n'ai pas regardé en arrière. La porte du restaurant s'est ouverte, et l'air froid de Sao Paulo s'est engouffré d'un seul coup. J'ai pris une grande et lente inspiration, et j'ai marché jusqu'à ma voiture. J'ai conduit pendant un moment sans destination précise. Ce n'était pas une décision consciente. J'ai quitté le parking, j'ai rejoint la rue, et au lieu de rentrer directement à la maison, j'ai simplement suivi la circulation nocturne, comme quelqu'un qui a besoin de mouvements physiques pour accomplir ce que la pensée n'arrive pas encore à faire. Sao Paulo a parfois cet effet. La ville est assez grande pour que conduire à travers elle donne l'impression d'être un moyen de s'isoler, même en étant entouré de monde. Et cette nuit-là, j'avais besoin de ce type de solitude bien précis. Mon téléphone est resté dans ma poche. Je n'ai pas vérifié mes messages. Je n'ai pas allumé la radio. J'ai juste conduit. Des images n'arrêtaient pas de me traverser l'esprit. Pas de manière séquentielle, mais par fragments détachés, qui apparaissaient et disparaissaient. Tout ce qui s'était passé dans ce restaurant. L'entrée de Carvalho, la poignée de main, la conversation qui s'était déroulée exactement comme elle le devait. Le visage de Felipe quand il m'avait vu assis avec ce groupe, et qu'il n'arrivait pas à trouver la bonne catégorie, dans son propre répertoire, pour classer ce qu'il voyait. Le verre de vin figé en l'air dans la main de Renata. Les 2 secondes où nos regards s'étaient croisés, et où je n'avais pas détourné les yeux, ni rien fait d'autre que de laisser la scène être ce qu'elle était. Je n'étais pas euphorique. Cela m'a un peu surpris, car il y avait des raisons objectives de l'être. Le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise était en bonne voie. Carvalho avait quitté ce dîner satisfait, d'une manière que j'identifiais comme solide. Pas la satisfaction polie de quelqu'un qui ne veut pas décevoir sur le moment, mais la satisfaction de quelqu'un qui a déjà pris une décision en interne, et qui est en paix avec elle. Claudia m'avait envoyé un SMS, alors que j'étais encore sur le parking, pour me dire que le directeur financier l'avait contacté avant même que Carvalho n'atteigne sa voiture, demandant un détail supplémentaire sur les contrats. Ce n'était pas du protocole. C'était une confirmation. Il y avait donc de quoi être euphorique. Mais ce que je ressentais, c'était autre chose. C'était une sorte de lourdeur tranquille. Le genre de lourdeur qui survient, non pas quand les choses tournent mal, mais quand elles tournent si bien qu'elles exposent simultanément ce qu'il en a coûté pour en arriver là. À un moment donné, je me suis arrêté à une station-service pour prendre de l'eau. Je suis resté dans la voiture, la bouteille à la main, à observer le mouvement de la rue sans rien voir vraiment. J'ai pensé à Renata.
sans colère. C'est le détail que j'avais besoin de comprendre ce soir-là pour moi-même, sans idéaliser la situation et sans m'endurcir, ce n'était pas de la colère que je ressentais en pensant à elle à cet instant. C'était quelque chose qui s'apparentait davantage à une variété spécifique de tristesse. La tristesse sans coupable unique, et sans innocent total. La tristesse qui apparaît quand on regarde la distance qui s'est creusée entre deux personnes, et qu'on réalise que les deux y ont contribué de différentes manières. Elle avait construit de moi une image, qui convenait au récit dont elle avait besoin pour elle-même. Je l'avais laissé faire. Non pas par lâcheté, non pas par manque de mots, mais parce qu'une partie de moi voulait voir jusqu'où cela irait, choisissant le silence alors que j'aurais pu choisir la discussion. Et ce choix, lui aussi, avait un prix que je me devais d'avoir l'honnêteté de reconnaître. Mon téléphone a vibré. J'ai su qui c'était avant même de regarder. Il était trop tard pour que ce soit quelqu'un d'autre. Son nom s'est affiché sur l'écran. Je l'ai regardé pendant une seconde, et j'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale sans répondre. Non pas que je refusais de lui parler, mais parce que juste là, à l'intérieur de cette voiture, dans cette station-service, je n'étais pas capable d'avoir la conversation dont elle avait besoin. Et j'ai appris au fil des ans qu'entamer une discussion sans y être préparé est le moyen le plus sûr de s'assurer qu'elle déraille. J'ai enclenché la vitesse, et j'ai pris le chemin de la maison. Je suis arrivé près de minuit. La lumière du salon de l'appartement était allumée, ce qui signifiait qu'elle était rentrée avant moi. Je suis monté, je suis entré. Il y avait, à l'intérieur de l'appartement, un silence différent du silence nocturne habituel. Ce silence lourd que l'on ressent comme une pression dans l'air, avant même de voir la personne. Elle était assise sur le canapé, pas sur son téléphone. La télévision n'était pas allumée. Elle était juste assise, les mains sur les genoux. Et quand je suis entré, elle m'a regardé avec une expression que je n'avais pas vue sur elle très souvent. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas le visage de la Renata qui se disputait, qui faisait des gestes, qui prenait de la place avec sa voix quand quelque chose la dérangeait. C'était un visage calme, un visage en plein processus de compréhension, qui n'avait pas encore abouti, et qui ne s'était donc pas encore figé dans une posture définie. J'ai posé mes clés sur le comptoir, j'ai enlevé mon manteau, et je suis allé dans la cuisine pour prendre un verre d'eau, car il y avait quelque chose, dans ce geste banal et nécessaire, dont j'avais besoin à cet instant. Avant le moindre mot. Elle m'a attendu. Quand je suis retourné dans le salon, elle était toujours à la même place. Je me suis assis dans le fauteuil face au canapé, le verre à la main, et je l'ai regardé. « Marcos », a-t-elle dit. Son ton était le plus retenu que j'ai jamais entendu de sa part. C'était le ton de quelqu'un qui s'accroche à trop de choses à la fois, et qui ne veut pas que l'une d'elles tombe de la mauvaise manière. Je lui ai dit que je l'écoutais. Elle a pris une grande inspiration. Ensuite, elle a dit qu'elle avait passé les 2 derniers jours, peut-être même plus que ça, à essayer de comprendre comment elle avait pu l'ignorer. Comment 11 ans de mariage s'étaient écoulés avec une distance qu'elle n'arrivait pas à mesurer correctement. Elle n'a pas utilisé le mot trahison. Elle a utilisé autre chose. Elle a parlé d'aveuglement, ce qui était plus honnête, et aussi plus douloureux à entendre. Je suis resté assis, le verre entre les mains, et j'ai écouté. Elle a dit qu'elle avait entendu le chiffre 30 millions. Qu'elle l'avait entendu de la bouche de Carvalho, l'homme pour qui elle travaillait, le propriétaire du réseau qui employait des centaines de médecins, et qu'elle vénérait intérieurement depuis des années comme un nom appartenant à un autre niveau de réalité. Et que cet homme s'était personnellement rendu à la table de son mari. Son mari qui, pensait-elle, gagnait 5000 reais. Elle a dit cela avec un calme qui lui a coûté cher. J'ai vu à quel point ça lui a coûté. J'ai posé le verre sur la table basse lentement, et j'ai dit quelque chose que j'avais choisi de taire pendant des années. Non pas comme une punition, mais parce que le bon moment n'était pas arrivé avant. J'ai dit que je n'avais jamais gagné 5000 reais. J'ai dit que lorsqu'elle avait supposé cela, tout au début, j'avais attendu qu'elle pose plus de questions, qu'elle veuille comprendre, qu'elle se tourne vers moi à un moment donné avec une curiosité sincère pour ce que je bâtissais chaque jour. Que j'avais attendu cela pendant un temps, puis que j'avais cessé d'attendre. Et que l'espace laissé vide, après que j'ai cessé d'attendre, était le même espace qu'elle avait rempli avec sa version de qui j'étais. Elle a gardé le silence après ça. Pas le silence de quelqu'un qui se prépare à contre-attaquer, le silence de quelqu'un qui a été touché à un endroit où il n'a aucune défense toute prête. Parce que la défense suppose que vous saviez que l'attaque pouvait venir de là. Ses yeux sont devenus rouges sur les bords.
Elle n'a laissé couler aucune larme, mais ils étaient rouges. Et je les regardais. J'ai ressenti, avec toute la complexité que cela comportait, que c'était la première véritable conversation que nous avions depuis longtemps, peut-être depuis des années. Pas la conversation la plus facile, ni la plus douce, mais la première où nous parlions tous les deux de ce qui se passait réellement, sans le poids des rôles que nous avions occupés pendant beaucoup trop longtemps. Elle a demandé pourquoi je ne lui avais pas dit. J'ai dit la vérité, ce qui est toujours la partie la plus difficile. J'ai dit qu'au début, c'était de l'attente, que je pensais qu'elle allait demander. Qu'au milieu, c'était de la fierté. Le genre de fierté qui n'est pas de la vantardise, mais le refus d'offrir ce que l'autre personne n'a pas ouvert la main pour recevoir. Et qu'à la fin, honnêtement, c'était devenu autre chose. C'était devenu la conscience que l'image qu'elle avait de moi en disait plus sur elle que sur moi, et que j'avais besoin de voir cela jusqu'au bout, avant de le défaire. Elle a continué à me regarder pendant un moment après ça. Elle n'a rien dit pendant 2 bonnes minutes. Moi non plus. Et dans ce silence, il y avait plus de communication que dans la plupart de nos discussions de ces dernières années. Puis, elle a dit doucement qu'elle ne savait pas quoi faire de tout ça. J'ai répondu que je ne savais pas non plus, et que c'était normal de ne pas savoir ce soir-là. Je me suis levé, j'ai pris le verre, et je suis allé dans la chambre. Elle est restée sur le canapé avec ses pensées, dont elle seule savait à quel point elles étaient organisées, ou désorganisées, à l'intérieur d'elle, avant de s'endormir. J'ai fixé le plafond dans le noir pendant un moment. Je n'étais pas soulagé. Je ne tirais aucune satisfaction de sa souffrance. J'étais simplement présent dans cet instant, comme quelqu'un qui atteint la fin d'une longue traversée. Ne sachant toujours pas vraiment ce qui vient ensuite, mais sachant que ce qui a précédé est terminé. Et cela, en soi, c'était déjà quelque chose. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que cette histoire vous a captivé d'une manière que peu de choses parviennent à faire. Alors faites ceci maintenant. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, et commentez ci-dessous ce que vous ressentez à ce stade de l'histoire. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que, parfois, le silence le plus puissant n'est pas celui qui cache, mais celui qui patiente. Le dernier chapitre suit, et il vient conclure tout ce qui a été laissé en suspens. Dans les jours qui ont suivi cette nuit-là, l'appartement a pris une atmosphère différente. Il n'y a pas eu de dispute. Il n'y avait pas cette ambiance glaciale qui s'installe parfois entre deux personnes après une conversation difficile, ce froid que l'on ressent avant même d'entrer dans la pièce où se trouve l'autre. C'était différent. Cela ressemblait davantage au silence d'un lieu après le passage d'une tempête. Pas la destruction, pas les morceaux brisés, mais l'air pur laissé derrière, que l'on reconnaît comme différent de l'air d'avant, sans pouvoir dire exactement pourquoi. Renata et moi avons coexisté au cours de ces premiers jours avec une douceur qui était nouvelle. Rien de forcé, ni de joué. C'était le genre de douceur qui apparaît quand deux personnes réalisent simultanément que le sol sur lequel elles se tenaient a bougé, et qu'elles doivent apprendre à se déplacer à nouveau. Elle n'a plus posé de questions sur les chiffres cette semaine-là. Je n'ai pas abordé le sujet. Les choses étaient digérées en silence des deux côtés. Et j'en avais appris assez sur le silence au fil des ans pour savoir quand il travaille en votre faveur, et quand il ne fait que retarder l'échéance. Celui-là travaillait en notre faveur. Le jeudi suivant, exactement une semaine après le dîner avec Carvalho, elle est rentrée plus tôt que d'habitude. J'étais dans le bureau de l'appartement en train de terminer un document, quand j'ai entendu la porte. J'ai attendu quelques minutes, puis elle a frappé doucement à la porte du bureau. Ce petit coup discret de celle qui ne veut pas déranger, mais qui a quelque chose qui ne peut plus attendre. Je lui ai dit d'entrer. Elle est entrée avec 2 tasses de café, m'en a offert une, et s'est assise sur la chaise en face du bureau. Avec la posture de quelqu'un qui choisit de s'asseoir là, et non de quelqu'un qui tombe sur cette chaise par accident. Il y avait une différence. Je l'ai remarqué. Nous sommes restés assis avec nos tasses entre les mains pendant un instant, sans parler. La fenêtre du bureau était ouverte, et l'après-midi défilait avec cette lumière de Sao Paulo qui vire à l'orange en fin de journée, rendant tout légèrement plus doux que le matin. Elle a dit qu'elle voulait vraiment comprendre, pas les chiffres. Elle a dit, il ne s'agit pas de ça. Je veux te comprendre, toi. Je l'ai regardé une seconde avant de répondre. Il y avait quelque chose dans cette phrase qui m'atteignait, d'une manière que je n'étais pas complètement prêt à recevoir. Non pas parce que c'était logiquement surprenant, mais parce qu'il y avait, là-dedans, un ton que je n'avais pas entendu depuis assez longtemps,
pour que l'entendre à nouveau provoque un impact que j'avais besoin d'absorber. J'ai dit, d'accord. Et j'ai commencé à parler. Je lui ai tout raconté depuis le début. Pas le résumé, pas la version condensée que je servais aux investisseurs ou aux nouveaux clients. La version complète. La pièce à Tatuapé. L'apparition de Claudia dans ma vie en tant qu'associée, à une époque où je n'étais même pas sûr qu'il y avait matière à s'associer. Les premiers contrats, qui ont mis plus de temps que je ne l'imaginais à se conclure. Et quand ils se sont conclus, l'impression que le monde me confirmait une chose que je savais, mais dont j'avais besoin de preuves. Les années de croissance silencieuse, les décisions difficiles que j'ai prises seul, parce qu'il n'y avait personne avec qui les partager. Non pas parce que ces personnes n'existaient pas, mais parce que l'espace pour cette discussion, au sein de notre mariage, s'était refermé à un moment que je ne pouvais pas déterminer exactement, mais il s'était refermé. Elle écoutait. Et c'était différent de ce à quoi elle m'avait habitué. Ce n'était pas l'écoute polie de quelqu'un qui attend son tour pour parler. Elle écoutait avec ce genre d'attention qui occupe tout le visage, qui rend une personne silencieuse d'une manière active et présente. Comme si chaque mot était véritablement reçu, et placé quelque part où il comptait. À un moment donné, j'ai arrêté de parler, et j'ai réalisé que le café avait refroidi dans nos 2 tasses, et qu'aucun de nous ne l'avait remarqué. Elle a dit qu'elle avait passé cette semaine à réfléchir à une chose bien précise. Pas à Carvalho, pas au dîner, pas aux 30 millions qu'elle avait entendus à travers la pièce, comme si c'était des mots dans une autre langue qu'elle venait soudainement de comprendre. Elle a dit qu'elle n'arrêtait pas de penser à un samedi matin, il y a quelque temps, où elle avait son téléphone à la main. J'avais essayé de lui dire quelque chose, et elle n'avait pas écouté. Je savais exactement de quel matin elle parlait. Le contrat de Campina. 2 secondes d'attention, et retour au téléphone. Elle a dit qu'elle ne se souvenait pas de quoi il s'agissait, qu'elle ne l'avait pas retenu, et que cela en disait plus sur l'endroit où elle se trouvait à cette période, que tout ce qu'elle pourrait argumenter du contraire. Il n'y avait rien que je puisse faire de cette phrase, autre que de la recevoir telle qu'elle avait été prononcée. Sans ironie, sans le mouvement de celui qui saisit l'instant pour confirmer ce qu'il sait déjà. Juste la recevoir. Je lui ai dit que je n'attendais pas qu'elle s'excuse. Que ce qui s'était passé entre nous ne correspondait pas à une simple dynamique de victime et de coupable. Et que je le savais, parce que j'avais eu assez de temps pour y réfléchir, et que j'en étais arrivé à cette conclusion honnêtement, et non par générosité. Moi aussi, j'avais fait des choix. Le silence que j'avais porté n'était pas innocent sous tous ses aspects. Une partie de ce silence était une stratégie légitime, mais une autre partie était de la pure fierté. Et la fierté n'est pas une vertu lorsqu'elle empêche la conversation que 2 personnes ont besoin d'avoir. Elle a continué à me regarder après ça, avec une expression que je n'avais jamais vue sur elle avec une telle clarté. C'était de la vulnérabilité. Pas la vulnérabilité théâtrale de quelqu'un qui utilise la fragilité comme argument. C'était l'autre type. Celle qui apparaît quand une personne sort de son scénario, abandonne le rôle qu'elle avait l'habitude de jouer, et doit être présente sans aucun de ses appuis. Cette expression m'a fait ressentir quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir non plus à cet instant. Elle m'a fait sentir que, juste là, cet après-midi-là, avec le café froid et la lumière orange de Sao Paulo qui traversait la fenêtre, c'était la première fois depuis longtemps que j'étais assis en face de la femme que j'avais épousée. Et non face au personnage que le mariage avait bâti autour d'elle. Je ne sais pas ce que cela signifiait pour notre avenir à tous les 2. Je ne vous dirai pas que cette conversation a tout réparé, car ce serait un mensonge. Et l'histoire que je vous ai racontée depuis le chapitre 1 jusqu'ici a été une histoire honnête. Je ne vais pas changer cela dans le dernier paragraphe. Il y a beaucoup à déconstruire et à remonter entre nous. Beaucoup de poids à redistribuer. Beaucoup de discussions, ouvertes par celle-ci, qui n'ont pas encore eu lieu. Le chemin n'était pas dégagé, mais pour la première fois depuis des années, il était présent. Et il y a une énorme différence entre un chemin qu'on ne peut pas voir, et un chemin qui n'existe pas. Ce que je retiens de cette époque, et ce qui a du sens de partager maintenant que l'histoire est racontée, c'est une chose simple qu'il m'a fallu beaucoup trop de temps à formuler clairement. La valeur n'a pas besoin d'être annoncée. Ce que vous bâtissez véritablement résiste au silence, résiste au temps, résiste au regard de ceux qui ne voient pas. La question ironique posée devant une table de convives, par quelqu'un qui mesure le monde en CV et en signature, cela y résiste. Cela y résiste parce que c'est réel. Et ce qui est réel ne dépend pas de la reconnaissance des autres pour continuer à être vrai. J'ai passé des années à être l'homme que personne ne voyait vraiment.
Et pendant que cela se passait, je bâtissais. Pas pour prouver quoi que ce soit. Pas au début, en tout cas, mais parce que c'était ce que je savais faire. Et parce qu'il y avait, en moi, une conviction qui n'avait besoin d'aucune validation externe pour rester en vie. L'addition finit toujours par être payée. Non pas comme une vengeance, non pas comme une punition, non pas avec le drame qu'on imagine parfois en pensant au retournement de situation. Elle arrive de manière discrète et précise, comme lorsque quelqu'un franchit la porte d'un restaurant, traverse la salle et se dirige droit vers vous. Et tout ce qui était faux dans la façon dont le monde vous percevait se corrige de lui-même en quelques secondes, sans que personne n'ait besoin de crier quoi que ce soit. Il vous suffit d'être là, prêt, présent, avec le travail accompli et ce silence qui en valait la peine. Après cette conversation dans le bureau, je me suis levé, je suis allé dans la cuisine, j'ai réchauffé le café dans les 2 tasses, et je suis revenu. Elle était toujours sur la même chaise. Je me suis assis, j'ai fait glisser la tasse vers elle, et nous sommes restés assis en silence pendant encore un moment. Mais c'était un silence différent de tous les autres que j'ai décrits dans cette histoire. C'était le seul qui n'avait besoin d'aucune stratégie, qui ne portait aucune attente, et qui ne gardait rien pour plus tard. C'était juste 2 personnes, un jeudi après-midi, avec du café chaud et une fenêtre ouverte, cherchant à voir s'il restait encore quelque chose à construire. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé après ça, mais je sais que ce moment a existé. Et les moments qui existent véritablement n'ont pas besoin de demander la permission pour avoir de l'importance.